Sophie. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Sophie, tu es collaboratrice scientifique à la Fondation Friedrich Ebert, promu président de la République de Weimar. Tu me l'as dit juste avant de commencer cette interview. Si je t'ai invité, c'est pour parler de l'Allemagne, dont tu es une spécialiste, parce que en Allemagne auront lieu des élections importantes samedi 23 février prochain, samedi demain, et qui pourraient déjà amener un changement de chancelier. On passerait d'Olaf Scholz à éventuellement quelqu'un d'autre, sauf si Olaf Scholz arrive à l'emporter, mais en ce moment c'est plutôt hautement improbable. Avant de rentrer vraiment sur les questions politiques, je voulais te poser une question. Où en est l'Allemagne aujourd'hui? Quels sont les enjeux finalement de cette élection, mais c'est quoi les enjeux du peuple allemand? Qu'est-ce qu'ils veulent? De quoi est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que ça ressemble à ce qui se passe en France, c'est-à-dire les questions de pouvoir d'achat, les questions de guerre en Ukraine, les questions aussi identitaires? Est-ce que c'est ça aujourd'hui qui est le plus prépondérant dans l'opinion publique allemande? Merci pour la question. Alors, je dirais qu'il y a vraiment deux thèmes, en tout cas, qui sont majeurs aujourd'hui dans l'ère du temps, en tout cas en Allemagne, notamment. Les sujets qui ont marqué cette campagne électorale, c'est vraiment la question de l'immigration et la question économique. Si je devais un petit peu donner un mot pour qualifier l'ambiance générale en Allemagne, je parlerais de morosité, peut-être. Ça pourrait être un terme approprié, puisqu'en fait, tous les fondamentaux qui constituaient le modèle allemand sont en train un peu de s'effondrer. Je pense notamment à la mondialisation, vu qu'on assiste peu à peu à un retour du protectionnisme. Là, notamment avec les dernières déclarations de Donald Trump, en sachant que l'Allemagne a basé son modèle économique sur les exportations, ça va être quelque chose qui va poser problème pour le modèle économique allemand. Et ensuite, sur la question aussi, là on pourra y revenir peut-être plus tard, mais sur la question de la politique de défense, où en fait, par rapport aussi aux dernières déclarations de Trump, on sent qu'il va y avoir sûrement un désengagement américain au sein de l'OTAN, et donc du coup pour l'Allemagne qui a basé en fait toute sa politique étrangère et de défense sur ce parapluie sécuritaire américain, risque de devoir changer un peu sa politique à ce niveau-là. Donc c'est vraiment deux changements majeurs, des facteurs externes, mais qui ont un grand impact sur la politique allemande actuelle. Et dans les facteurs internes, tu as parlé de la question économique, donc bien évidemment c'est lié à la question des exportations, mais est-ce qu'il y a aussi, comme en France, cette peur de la perte de pouvoir d'achat par les ménages allemands? Je dis peur, mais il s'avère que c'est aussi une réalité en France. Est-ce que c'est aussi une réalité en Allemagne? Oui. D'ailleurs, il y a un dernier sondage que j'ai vu récemment, je ne saurais plus dire exactement de qui, mais qui disait que parmi les grandes craintes des Allemands, il y avait, une des craintes majeures était la question de la perte de pouvoir d'achat. Ils ont été aussi, comme nous, très impactés par l'inflation. Il y a eu évidemment, on pourra aussi revenir plus en détail tout à l'heure, mais la guerre en Ukraine a eu un impact clair avec l'embargo sur le gaz russe, qui a eu des conséquences en Allemagne, puisque l'Allemagne avait basé toute sa politique énergétique, enfin non, pas toute sa politique énergétique, mais avait une forte dépendance au gaz russe, et donc du coup ça a impacté à la fois les entreprises, mais aussi les particuliers, cette crise de l'énergie. Donc c'est effectivement la question du pouvoir d'achat, c'est un enjeu de cette campagne. Mais
Oui, c'est pas le thème majeur quand on regarde les sujets qui ont été abordés là récemment. Olaf Scholz, est le candidat, candidat à sa réélection. Il termine un mandat. Quel est le jugement des Allemands sur son mandat? Est-ce qu'ils considèrent qu'il a fait le job après les longs mandats d'Angela Merkel, ou est-ce qu'au contraire ils sont, et là je compare encore à la France, très interrogatifs sur ce qu'il a pu proposer, comme les Français vis-à-vis d'Emmanuel Macron? Alors, comme tu l'as dit, ils arrivent au pouvoir après 16 ans d'années Merkel, où donc on a pour la première fois une coalition tripartite avec les libéraux et les écologistes et les sociodémocrates. Donc eux, ils avaient un accord de coalition qui mettait vraiment comme thème prioritaire la question de la justice sociale, de la transition énergétique et de la modernisation du pays. Et donc il y avait quand même beaucoup d'attentes en fait par rapport à cette nouvelle coalition. Mais je trouve qu'il y a quand même deux choses qu'on doit dire sur cette coalition, c'est qu'ils n'ont pas été facilités par le contexte. 3 mois après leur arrivée au pouvoir, il y a la guerre en Ukraine. Ce qui les a contraints d'abord, donc il y a eu ce tournant historique sur la question de la politique étrangère et de défense où Olaf Scholz a annoncé un changement d'époque et a annoncé la création d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros destiné à moderniser l'armée allemande, donc la Bundeswehr, et à autoriser la livraison d'armes à l'Ukraine. Donc ça a été un tournant majeur puisqu'ils n'avaient pas anticipé ça. Ils n'avaient pas anticipé que leur coalition allait devoir à fond se concentrer sur les questions de défense. Il y a eu donc cet aspect-là qui a quand même pas facilité les choses. Et puis aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la question énergétique, le fait le fait qu'ils étaient très dépendants du gaz russe et que du jour au lendemain, ils ont dû ouvrir 27 centrales à charbon pour faire face à la pénurie pour éviter les coupures d'électricité. Mais ça, c'est considéré comme un échec? Pas considéré comme un... Je crois pas que ça soit... le retour au charbon dans un moment... En plus, ils ont une coalition avec les écologistes. Donc, ouais, ça a été très critiqué en France, je le sais, mais il y a eu... c'était une situation d'urgence. Il y avait pas de... en fait, c'était... il fallait assurer et aux ménages et aux entreprises... une possibilité d'avoir une énergie, de pouvoir poursuivre leur activité, quoi. Donc ça a pas été, je dirais pas que ça a été considéré comme un échec parce que on savait que c'était temporaire en fait. Donc, Qu'est-ce qui a fait que Olaf Scholz a précipité plutôt que prévu des élections nationales? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette coalition pour qu'ils se disent que ça ne pouvait plus continuer comme avant? Eh bien, il s'est passé que du coup, il y avait donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 partis dans cette coalition. C'était un fait inédit, mais on avait un parti, donc le Parti libéral, qui est pourtant très minoritaire. Aujourd'hui, ils sont crédités de 5% d'intention de vente, même 4% dans certains sondages, donc pas sûr d'entrer au Parlement, et qui a été, il faut le dire, qui ont été bloquant à plein d'égards sur beaucoup de projets, et notamment sur la question des finances. Christian Lindner, donc le président du groupe des libéraux, est un grand partisan du frein à l'endettement. C'est un dispositif constitutionnel qui est mis en place depuis 2009 en Allemagne et qui interdit au gouvernement de s'endetter à plus de 0,35% du PIB, ce qui est pas évident. Ce qui est pas évident, ce qui est assez contraignant comme quand on veut faire des investissements majeurs. Voilà. Et donc, comme c'était le cas des sociodémocrates et des écologistes. Exactement.
Ouais. Et donc, ça a été, ils ont dit stop. Ça a été clairement, en fait, sur ce point-là, disons que le chancelier disait on ne peut pas à la fois continuer à envoyer avoir des dépenses sociales, les dépenses militaires par rapport à l'Ukraine et un frein à l'endettement, en fait. Et donc là, l'objectif d'Olaf Scholz, depuis qu'il a convoqué ces élections, c'est quoi? C'est d'essayer de retrouver une majorité sans les libéraux. L'idée, c'était de retrouver, parce que ce qu'il disait, c'était que le pays n'était plus gouvernable, puisqu'il n'arrivait plus à s'entendre sur des projets communs. Donc l'idée, c'est de retrouver une stabilité. Et qu'est-ce qu'il a fait comme proposition pendant cette campagne, précisément pour sortir des ornières dont tu parlais avec les libéraux? Est-ce qu'il a juste dit en fait, je vais voter pour le SPD et comme ça me permettra, dans le cadre d'un nouveau mandat, de vraiment mettre en pratique la politique pour laquelle j'étais bloqué par les libéraux? En réforme majeure, le SPD propose une réforme du frein à l'endettement. Donc ça, c'est quand même... Et les écologistes également. Le changement majeur, ce serait la réforme du frein à l'endettement que proposent à la fois les sociaux-démocrates et les écologistes, qui serait un tournant un peu majeur pour l'Allemagne. Et ça, c'est populaire ? Alors, donc déjà, c'est un débat. Au sein des économistes, il y en a de plus en plus qui se prononcent en faveur d'une réforme du frein à l'endettement, et aussi au sein de la population. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un besoin crucial d'investissement en Allemagne. Il y a plusieurs, notamment dans le domaine ferroviaire. Le ferroviaire en Allemagne est dans un état catastrophique. Il y a aussi, par exemple, des infrastructures telles que les routes, des ponts. Il y a des ponts qui s'effondrent, etc. Oui, je sais qu'on n'y pense pas forcément quand on pense à l'Allemagne. On se dit, c'est encore, même les trains qui n'arrivent pas à l'heure, etc. C'est quotidien en Allemagne, et c'est le fait de sous-investissement majeur, chronique depuis des années, quoi. Alors celui qui est le candidat favori des sondages, c'est pas le candidat du SPD Olaf Scholz, c'est Friedrich Merz, qui est le candidat de la CDU, de la droite conservatrice. Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui sa popularité? Qu'est-ce qui fait que la proposition de la CDU est celle qui, a priori, samedi, récoltera le plus de suffrages? D'abord, il y a la question de la personnalité de Friedrich Merz, je pense, qui joue, puisqu'il y a c'est un peu... on peut un peu dire que c'est un peu l'homme du passé, Friedrich Merz. Il était déjà présent à l'époque de Merkel, même si c'était un de ses rivales. C'est quelqu'un qui est associé en fait à une époque où l'Allemagne allait bien sur le plan économique, etc. Et je pense que ça peut être aussi quelque chose qui rassure un peu les Allemands. Ils ont besoin d'être rassurés en cette période. Et puis, je crois que surtout, c'est la question... Je suis pas sûre que ce soit sur la question économique. Évidemment, il y a cette crédibilité économique qu'on accorde à la CDU puisqu'on les associe à la période glorieuse de l'Allemagne, mais je crois qu'il y a aussi la question migratoire qu'il porte qu'il a énormément porté dans sa campagne, qui est attendu, ce durcissement de la politique migratoire qui est attendue par les électeurs, en tout cas, j'ai l'impression. C'est sur cette question-là, cette question migratoire, c'est pour cette raison-là qu'il est considéré un peu comme l'anti-Angela Merkel. Mm-hmm. C'est ça qui justifie en fait ce surnom qu'on peut voir fleurir dans la presse, notamment française, mais j'imagine aussi en Allemagne. Oui, tout à fait. C'était un de ses principaux rivales. Elle l'a écarté à l'époque. Mais sur cette question-là, c'est parce qu'elle a dit on va accueillir 1 million de Syriens. Sur cette question, lui, il était absolument contre. Quand en 2015, elle dit Wir schaffen das, donc on va réussir à surmonter la crise migratoire et à accueillir tous ces réfugiés. Lui dit non, pas du tout. Aujourd'hui, il se veut vraiment, il prend le contre-pied de cette politique d'Angela Merkel. Alors, il y avait l'histoire de cette résolution, c'était il y a quelques mois, qui avait été votée et par la CDU et par Alternative für Deutschland, le parti d'extrême droite allemand.
comme tu dis qu'il a fait largement campagne sur cette question migratoire, est-ce que tu vois des ponts en train de se créer entre la CDU de Friedrich Merz et Alternative für Deutschland? Des ponts, je sais pas. Je sais qu'en tout cas, il y a eu clairement des barrières qu'on sautait. En tout cas, nous on appelle ça le cordon sanitaire. Les Allemands appellent ça le mur de feu. Ce vote, même si c'était un vote qui n'était une résolution qui était non contraignante sur le droit d'asile, qui a été votée avec l'AfD et la CDU, ça a été quand même vraiment, on a fait sauter une espèce de cordon sanitaire. Et donc, je ne sais pas si je peux parler de pont, parce que c'est sûr qu'ils s'aventurent sur les thèses enfin, pas sur les thèses de l'AfD quand même, mais sur les thèmes de l'AfD sur la question migratoire. Mais bon, ils savent aussi que, comme on dit, on préférera toujours l'original à la copie. Donc je ne sais pas dans quelle mesure... c'est sûr, il y a eu un durcissement sur les questions de politique migratoire, mais de là à dire un pont, je sais pas. Tu vois pas, par exemple, une coalition se faire entre la CDU, la CSU et l'AfD? Non, clairement. Là, c'est une idée qui a été écartée. Mais ça a été quand même une idée à un moment. Non, ça n'a pas été une idée. Okay. Ça a été tout de suite écarté. Et tant au niveau fédéral qu'au niveau régional, il n'y a pas de coalition entre ces deux partis. Et concernant l'Alternative für Deutschland, donc ce parti d'extrême droite qui continue de monter dans les sondages, on va dire sur les 10 dernières années, est-ce que leur popularité du moment, elle est due justement à ce verrou, à ce plafond de verre qui aurait sauté, à un tabou en fait qui serait tombé, parce que je rappelle qu'Alternative für Deutschland est quand même accusé assez périodiquement d'avoir des militants qui arborent des croix gammées, qui font allégeance à Hitler ou ce genre de choses, c'est-à-dire que vraiment l'AfD vient remuer un passé sinistre, dramatique et douloureux pour l'Allemagne, celui de l'Allemagne nazie. Est-ce que ça, c'est finalement un peu oublié quand on voit les scores qu'ils peuvent faire, notamment dans certains territoires? Alors déjà, là où l'AfD fait ses scores, c'est à l'est de l'Allemagne. Enfin, elle fait aussi des scores, mais ses meilleurs scores, elle les fait à l'est de l'Allemagne. Comment ça s'explique ? Ça s'explique que 35 ans après la réunification, on a encore des inégalités énormes entre l'Est et l'Ouest, que ce soit au niveau économique, mais aussi sur par exemple au niveau des représentants politiques qui gouvernent le pays. C'est quasiment que des gens de l'Ouest, mais aussi des dirigeants de grandes entreprises, c'est quasiment que des gens de l'Ouest. C'était pas le cas d'Angela Merkel qui venait de l'Est. Alors voilà, on avait une grande exception pendant 16 ans avec Angela Merkel, mais sinon il y a quand même... Et en fait, l'AfD exploite ce sentiment à fond, si je puis dire, et puis vraiment, en tout cas là, ces dernières années, l'Allemagne a connu pas mal d'attentats meurtriers, et par des ressortissants étrangers, commis par des ressortissants étrangers, et l'AfD exploite ces événements à fond. Ils ont une maîtrise des réseaux sociaux, ils s'adressent énormément aux jeunes. Tu vis en France et tu travailles sur la question allemande. Est-ce que, dans quelle mesure on peut établir un parallèle entre Alternative für Deutschland et le Rassemblement national français? Je te dis ça parce que je sais que il y a maintenant quelques mois, on a vu affleurer des grosses divergences entre ces deux partis qui ont un peu pris leur distance. D'ailleurs, au Parlement européen, ils siègent dans des groupes différents, enfin leurs représentants siègent dans des groupes différents. Donc, est-ce que ça n'a rien à voir ou est-ce que tu vois quand même un lien parce que quand tu me parles des raisons qui font la popularité d'Alternative für Deutschland, je ne peux pas ne pas y voir des ressemblances avec la situation française et les raisons pour lesquelles aujourd'hui le Rassemblement national arrive aussi à être l'un des principaux mouvements politiques français. Moi, je vois une différence. Alors, d'une part, par exemple, on a parlé beaucoup en France du Rassemblement national de phénomène de dédiabolisation qui a eu aussi lieu, je crois, chez Fratelli d'Italia avec Giorgia Meloni.
alors qu'au contraire, l'AfD, on a l'impression à la base, l'AfD, c'était un parti de professeurs d'économie qui était en opposition à la politique de Merkel de vouloir sauver l'euro, qui était vraiment, eux, ils voulaient sortir de l'euro, etc. Donc le parti a beaucoup évolué en interne. Moi, je crois au contraire que phénomène inverse, en fait, il y a eu un phénomène de radicalisation du parti, là où, même si on peut dire ce qu'on en veut, mais ce phénomène de dédiabolisation du RN a eu lieu. Sur les différences, je vois aussi, en tout cas sur les questions de politique étrangère, c'est quand même différent puisque eux, ils sont partisans d'un Dexit, d'une sortie de l'Allemagne de l'Union européenne, bien que ce soit inscrit dans la constitution allemande. Sur le rapport à la Russie, ils ont clairement dit qu'ils étaient contre les sanctions russes. Ils ont aussi dit qu'ils étaient contre la livraison d'armes en Ukraine. On va maintenant passer de l'autre côté de l'échiquier politique. Qu'est-ce qui se passe du côté de la gauche allemande? Je lis ça et là dans la presse française que Die Linke serait en train de faire une percée, je cite un article de l'Humanité, notamment auprès des 18-30 ans. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer qui pourrait justifier cette relative percée à quelques jours des élections nationales? Alors c'est vrai que c'est assez surprenant cette remontée dans les sondages puisque au début de la campagne ils étaient crédités, il y avait vraiment une peur que Die Linke n'atteigne pas les 5% nécessaires pour rentrer au Bundestag, et on voit en fin de campagne cette remontée dans les sondages. Je crois que ce qui a beaucoup plu, notamment chez les jeunes, c'est l'opposition vraiment frontale à cette décision, à ce vote d'une résolution entre l'AfD et la CDU, où Die Linke s'est vraiment fortement mobilisée sur cet enjeu et sur la lutte contre l'extrême droite de manière générale. Die Linke est très présente. Cela alors même que Die Linke a connu une grosse crise interne l'année dernière, puisqu'il y a eu une scission en fait au sein du mouvement, avec les partisans de Sarah Wagenknecht qui sont partis et qui ont créé leur propre mouvement, et le reste de Die Linke qui est resté. Mais quelque part cette scission, elle a peut-être aussi permis d'homogénéiser les positions de Die Linke, et peut-être que aujourd'hui les gens qui votent pour Die Linke, il y a plus parce que le fait qu'il y avait ces deux tendances, ça a dû parfois un peu les rendre peu audibles en tout cas, et j'ai l'impression que ça a peut-être permis aussi de les recrédibiliser. Et justement, Sarah Wagenknecht, son parti qu'elle a créé il y a un peu plus d'1 an, où est-ce qu'il en est? Est-ce que tu penses que sa thèse en fait de faire émerger une gauche anti-migrant, est-ce que ça peut plaire à une partie de l'électorat allemand ou pas du tout? Sarah Wagenknecht, c'est assez particulier parce que déjà donc c'est une femme issue de l'Allemagne de l'Est. C'est accessoirement aussi intéressant à savoir, je pense, c'est la femme de Oskar Lafontaine, qui est lui-même le fondateur de Die Linke, qui avait créé Die Linke en quittant le SPD, après avoir quitté le SPD. Comme Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Un parcours qui ressemble à Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, il était venu au moment de la création du parti de gauche par Jean-Luc Mélenchon soutenir la création du parti. Exactement. Mais là, c'est vrai qu'elle prend un virage. Et en fait, quand on regarde la politique française, il n'y a pas de comparatif parce que c'est un peu un ovni, en tout cas sur la scène politique allemande, puisque on a un parti qui se dit vraiment très conservateur sur les questions sociétales et sur la question de l'immigration, et en même temps très progressiste sur les questions sociales, et aussi une ligne très pro-russe, et comme l'AfD contre les sanctions et pour la fin des livraisons d'armes à l'Ukraine. Je pense que c'est
Je ne sais pas dans quelle mesure ça va tenir. On va voir déjà si elle réussit à faire une percée pour les élections législatives, s'ils arrivent à rentrer au Bundestag. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut tenir et surtout quel type d'électeurs ça attire, ça c'est assez évident. C'est beaucoup. La percée a eu lieu d'ailleurs. Elle a fait des grosses percées électorales lors des dernières élections régionales à l'est de l'Allemagne. Donc j'ai l'impression que son électorat est plutôt là. On va voir comment ça se passe samedi. Dernière question politique. Die Grünen, les Verts allemands, où est-ce qu'ils en sont? Je me souviens, il y a une dizaine d'années, des responsables de Die Grünen envisageaient la possibilité qu'il puisse y avoir un chancelier vert allemand. Est-ce que ça c'est du passé et que maintenant ils en sont réduits à être les supplétifs ou bien du SPD ou bien de un peu plus à gauche des Linke et voilà, être un petit parti? Est-ce qu'ils ont accepté enfin d'être un petit parti? Alors, les Verts, c'est vrai qu'il y a eu cette... on a cru avant les élections législatives de 2021 qu'il y allait avoir peut-être un chancelier ou une chancelière. En l'occurrence, c'était une chancelière puisque la candidate c'était Annalena Baerbock, une chancelière écologiste. Et il y avait aussi toute cette vague verte issue des élections européennes de 2019 qui portait les écologistes allemands et le mouvement Fridays for Future qui avait été très puissant en Allemagne, donc qui a vraiment porté les écologistes. Aujourd'hui, ils sont assez affaiblis en fait de leur participation à la coalition. Ça peut évoluer, ça a provoqué des remous en interne. Hein. D'ailleurs, il y a eu les dirigeants du parti ont démissionné et il y a eu des nouveaux dirigeants. Du coup, c'est vrai qu'ils sont dans une position qui est un peu inconfortable. Du fait, parce que tout à l'heure, tu me parlais un des bilans finalement, mais contre son gré, de Olaf Scholz, dont sont tributaires aussi les écologistes faisant partie de la coalition, c'est l'ouverture de toutes ces centrales à charbon. C'est sûr que dans le bilan des écologistes, ça fait un peu tâche, j'imagine. Ça fait un peu tâche, mais je crois aussi qu'ils sont... Pour moi, ils sont victimes, entre guillemets, d'une dynamique qui existe au sein de toute l'Europe. Enfin, c'est-à-dire le recul des questions écologiques. Ils ont été... Vraiment, ils sont affiliés aujourd'hui un peu ce parti de l'écologie punitive, notamment parce qu'ils ont, pendant la mandature, pendant la coalition, ils ont mis en place une loi sur l'interdiction des chauffages au fioul et au gaz. Et donc, du coup, ça a été vraiment mal reçu au sein de la société allemande et il y a eu vraiment les Verts, c'est le parti de l'interdiction, etc. Ce qui existe aussi en France, c'est les mêmes critiques vis-à-vis des écologistes français. Dernière question, tu viens un peu d'en parler, tu as parlé de la vague européenne. Justement, l'Europe, est-ce que c'est une question qui est importante dans le cadre de ces élections législatives? Est-ce que c'est un enjeu? Et je pense notamment au fait que si demain Friedrich Merz devient chancelier allemand, qu'est-ce que tu penses que ça pourrait changer dans les dynamiques européennes? Olaf Scholz et Emmanuel Macron, je ne dis pas qu'ils étaient alignés sur tout, mais ils pouvaient discuter et quand même il y avait bon an mal an une direction commune sur beaucoup de sujets. Avec Friedrich Merz qui a quand même affiché, notamment pendant cette campagne, son atlantisme et finalement Donald Trump, ça ne le dérange pas plus que ça. Est-ce que ça pourrait modifier selon toi profondément la nature de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne? Alors effectivement, comme tu l'as dit, Friedrich Merz qui devrait, sauf surprise, être le prochain chancelier allemand s'affiche très atlantiste. Il a travaillé auparavant chez BlackRock, qui est un gestionnaire d'actifs américain. Il était président d'une société de réflexion germano-américaine, donc vraiment sur les relations transatlantiques. Je crois, alors oui, il est très atlantiste, mais je pense qu'il n'est pas non plus naïf et qu'il voit bien ce qui est en train de se mettre en place, en tout cas aux États-Unis. Et il a quand même annoncé très clairement qu'il était en faveur de davantage de souveraineté européenne. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a déclaré que
pour lui, vraiment, en tout cas au niveau européen, là, il aimerait se tourner davantage vers l'Europe centrale et orientale, et notamment la Pologne. Voilà, le centre de gravité se déplace à l'est, et il en a conscience, et il a notamment dit qu'il souhaiterait qu'il y ait un équivalent du traité de l'Élysée entre l'Allemagne et la Pologne. Donc il y a peut-être cette dimension-là qui va changer. Après, ça, c'est un mot qui est à la mode, mais du coup, là, tu parles un peu d'un renversement d'alliance au sein de l'Union européenne. On passe du couple franco-allemand au couple germano-polonais. Bon, je force le trait. Oui, pour autant, il a quand même affiché sa francophilie, il est intéressé par la France, etc. Donc je ne crois pas qu'il va y avoir un changement majeur. Après, c'est juste que le fait est que la France connaît une instabilité politique, économique aussi, et du coup, je crois qu'il essaye un peu de trouver aussi d'autres partenaires, même si la France est aussi un partenaire très important dans la tête de Friedrich Merz. Mais est-ce que tu penses que, notamment vis-à-vis des États-Unis, tu as dit il n'est pas naïf et il veut aussi travailler la souveraineté européenne, pour autant, est-ce qu'il pourrait faire un peu comme Giorgia Meloni ou même Viktor Orban et créer des relations bilatérales avec Donald Trump en particulier et bypasser en quelque sorte les directions que tentent de prendre certains dirigeants européens pour contrer justement l'administration américaine? Là, je veux pas faire de politique fiction. Je te réinviterai pour en parler et analyser les premiers temps de son sachant qu'en Allemagne, genre la mise en place de coalition est pas non plus immédiate, je me trompe? Non, il sera pas chancelier lundi, quoi. Non, il a dit qu'il aimerait bien qu'il y ait un accord de coalition qui soit trouvé d'ici Pâques. On n'est pas tout de suite. Eh ben, je te réinviterai quand il aura été nommé chancelier. Merci beaucoup, Sophie. De rien, merci à toi.